Terre, vertu des temps difficiles, bonsoir et bienvenue à cette autre sortie de votre programme Culte sur Vision 4 Télévision. La tribune de la dissidence est tout simplement au cœur des mystères. Tous les jeudis, lorsqu'il est 21h du Cameroun, le temps suspend son vol pour laisser place à la lumière, la connaissance et un débat constructif. Sur ce plateau, encore de nouveaux visages qui certainement vous laisseront bien entendu des notes à prendre, mais attention, ils sont là et nous allons installer ces invités de marque et de prestige car le casting se volant de plus en plus rude derrière ces génériques. Nous, au cœur des mystères, dans toutes les plateformes numériques naturellement, sur la page Facebook Vision 4 ou tout simplement sur d'autres plateformes digitales. Sur ce plateau, Tot est arrivé, mais avec une tenue atypique. Tot est en jupe ce soir. D'aucuns interpréteraient cela comme un début de dimanche, mais la folie étant la mauvaise gestion d'un espace, Tot pourra nous dire ce qui l'a motivé à mettre cette tenue ô combien spéciale pour lui et pour les téléspectateurs. Bon après-midi. Bonsoir, Tot, bienvenue. Mangori, moi, Django, ma commune de se mettre pour le bien, ma tana, bâtissant, ma pousse, mina, assis, ma commune de se hotep à tous les fils de la Renaissance et les combattants de la Renaissance africaine qui nous écoutent ce soir. Je ne suis pas venu en jupe, mais je suis venu en pagne avec. Ah, c'est un pagne? Oui, un vestimentaire. Je croyais que c'était une jupe. Donc, cousu d'après les couleurs égypto-nubiennes, et qui est partagé par les Sawa, les Beti Bouloufang, les Bamileke et tous les frères, même les Bambara, les Dogon, les Soinké, qui nous écoutent actuellement. Donc, j'aimerais quand même entériner. On y reviendra tout à l'heure. Merci de nous avoir expliqué votre tenue. C'est un nouveau. On peut dire quoi, lorsque l'équipe nationale des Lions indomptables joue, on a souvent le 11 entrant. Mais les newcomers ont souvent parfois la pitoche. Mais lui, c'est un pasteur de l'église adventiste, formé de ce côté, mais qui a dit non aux dénominations. Il a abandonné l'église adventiste après toute cette formation pour se présenter comme libre théologien. Alain Ndouk, bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir à toi, éminent et très talentueux présentateur de ce programme. Ils sont des millions certainement fidélisés à ce programme à travers le monde. Et somme toute, à regarder le programme pour se voir édifié par nos échanges, par ce programme de la dissidence. Je veux ici rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant, au Créateur de ce monde, pour l'opportunité qu'il me donne, la grâce d'être ici, dans ce riche panel. Et je veux simplement dire de même merci aux promoteurs de cette chaîne pour ce programme de la dissidence qui, au travers de la confrontation idéologique, permettra de faire resplendir la vérité. Je veux tout simplement dire que je suis reconnaissant parce qu'en réalité, il faut de tels programmes, un espace de liberté pour affirmer un certain nombre de choses qui, en raison de la propagande et d'une ingénierie sociale savamment pensée et orchestrée, ne nous donnent pas la possibilité, notamment au sujet de la Bible, de comprendre ces vérités les plus basiques. Je rends grâce donc au Christ. Alors, qu'est-ce qui vous a fait partir de l'église adventiste quand on sait que j'ai passé quand même quelques temps du côté des collèges confessionnels adventistes et leur rigueur, voilà, m'a véritablement bâti sur le plan spirituel. Ben voilà, tout simplement, je suis né de famille adventiste, c'est une foi que j'ai embrassée par mon père, tout simplement. Donc, dès le bas âge, je n'ai pas eu le choix. J'ai marché sur les pas du géniteur et je pense que 80% de la famille est en fait adventiste, donc vous essayez d'imaginer. Donc j'ai étudié donc la théologie adventiste. On m'a donné des outils, voilà, pour essayer de comprendre le contenu biblique. Pasteur adventiste. Oui, j'ai exercé comme pasteur adventiste sur 4 ans, ou 3 ans, un peu plus de 3 ans, 4 ans on pourrait dire, de 2014 à 2018. Donc on m'a donné des outils exégétiques,
des outils théologiques pour comprendre et être capable de questionner même l'enseignement adventiste, ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, au-delà de ce qui est dit, c'est une obédience comme les autres d'ailleurs qui erre et qui n'a en rien dans sa théologie une vocation à orienter les masses vers la vérité, vers la lumière, tout simplement. Merci. Ce sont des déclarations suffisamment importantes et salvatrices pour les âmes, les pèlerins à la recherche de la lumière. Mon père Minkala, certainement, vous n'allez pas quitter l'Église catholique après tout ce sacerdoce, comme Alain Ndouk. Bonsoir et bienvenue au cœur des mystères. Un chrétien de plus sur ce plateau. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et je salue affectueusement mes copanélistes ici. Je crois que quitter l'Église catholique, pour le moment, n'entre pas dans l'horizon de mes préoccupations de l'heure. Pour le moment? Pour le moment. D'accord. Je ne pense même pas que ça pourrait entrer un jour. Du moins, je suis toujours ravi d'être là au milieu des sages et je salue la présence du pasteur pentecôtiste. Adventiste. Ils sont bien formés d'ailleurs. Hein? Il ne l'est plus. Alors, je salue sa présence, je salue la présence de tout le monde ici. J'ose croire que nous allons progresser ce soir dans notre recherche, dans nos réflexions, pour aider le peuple de Dieu à s'élever, aller vers la transcendance pour rejoindre son immanence. Je vous remercie. Merci. On salue bien entendu toute la grande famille ecclésiale adventiste, car étant passé dans leur collège, la rigueur reste de mise de ce côté. Mais Alain Ndouk nous fait quand même comprendre qu'il a questionné, bien entendu, la foi fondamentale, voilà, les piliers fondamentaux adventistes et qu'il a décelé un certain nombre de tares et d'avatars. Voilà pourquoi est-ce qu'il a rebroussé chemin. On sait que l'université Kosandai forme des pasteurs et il est d'ailleurs passé de ce côté. Alors, à tous les pasteurs adventistes qui aimeraient également se prêter à ce jeu, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous aidera forcément à être sur ce plateau. Maître Bwana, que la lumière soit avec vous. Bonsoir. Bonsoir Nathan et merci, je reçois ta lumière Nathan. Et dans le même ordre d'idée, je vais comme ça souhaiter une excellente et gracieuse soirée à tous nos millions de téléspectateurs. La lumière que je suis et l'amour inconditionnel que j'incarne voient la même lumière en chaque membre qui regarde cette émission aujourd'hui et à mes chers Kaoko-panélistes, la lumière que je suis voit la lumière que chacun de vous est. Et de plus à mon frère, le penseur libre qu'il est, Alain Ndouk, vraiment, je te tire un coup de chapeau et bienvenue dans le monde de la lumière. Je suis très heureuse et fière, et je peux le dire ici sur un plateau, voilà finalement quelqu'un qui a compris et qui est sorti de la doctrine pour se mettre sur le chemin de la lumière comme son grand frère Jésus. Il a décidé d'incarner la vérité comparée à la doctrine. Je n'ai pas dit que chacun de vous doit le faire, mais chacun est fait son temps. Car il y a des réveillés, il y a des éveillés, il y a des manifesteurs et il y a des êtres illuminés. Alors bienvenue mon cher, ensemble nous allons marcher vers cette lumière. Bienvenue. Merci Pascal Ndjiboka Soona. J'ai retrouvé un de vos ouvrages paru en 2018, Les obsèques du Nazirien. Je suis sûr que je passerai avec cet ouvrage ici. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour nous dire comment, en tant qu'auteur, vous avez pensé vos obsèques. Et on rappelle que c'est différent de ce qui se passera le 22, car le 22, ce seront les funérailles. Alors, Ndjiboka Soona, un autre pasteur comme vous avez choisi le chemin de la dissidence. Bien, je ne pense pas qu'on devrait utiliser le mot dissidence. Je pense qu'il faudrait choisir plutôt le mot recul. Parce qu'en réalité, vous savez, le pasteur a dit tout à l'heure que dans tout son parcours, il n'a rien trouvé de ce qui pouvait l'orienter dans la lumière, dans la vérité. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça le principal. Lorsque j'embrasse un courant d'idées, et j'ai été très intéressé du fait qu'il dise qu'il n'a jamais été adventiste de son choix.
C'est parce qu'il a été endoctriné dès le bas âge, simplement parce que son père était à l'intérieur de cela. Donc il a pensé que tout ce que son père faisait était bien. Et c'est le point de vue de n'importe quel enfant. Une fois devenu mature, on a la capacité de réflexion, d'analyse, de détection, ainsi que d'orientation pour se rendre compte par soi-même. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, chaque fois qu'un objet, un projet, un document, un livre est présenté devant moi, je le regarde avec trois lunettes. La lunette de l'auteur, qu'est-ce que l'auteur veut me faire avaler? La lunette historique, qu'est-ce que l'histoire dit à propos? Et ma propre lunette, parce que c'est trop facile de dire X, Y dit, mais qu'est-ce que j'ai dit moi-même? Maintenant, pour revenir à ce problème des obsèques du Nazérien, eh bien, c'est parce que j'estime que, vous voyez, je suis dans la même lignée. Il est question ici de reconstruire les valeurs tradies ancestrales. En réalité, les obsèques ne sont pas ce que les obsèques devraient être. Et en tant que chef traditionnel, j'ai voulu laisser à la postérité la formule parfaite de comment et de ce pourquoi on organise les funérailles d'une certaine façon. Parce qu'à mon regard aujourd'hui, les funérailles sont devenues une espèce de mangeoire. Parfois on va même à des obsèques, on va à des obsèques des inconnus dont on ne connaît ni le nom ni les origines. Simplement parce qu'on va y manger, on va y boire. C'est le même principe qui me permet d'organiser mes funérailles de mon vivant. Parce que je connais la valeur de ce que sont les funérailles pour ceux qui restent en fonction de celui qui s'en va. Donc j'ai écrit les obsèques du Nazirien dans un but particulier pour que les choses à mon départ soient faites exactement comme elles se doivent d'être faites. C'est pourquoi vous allez observer que mes obsèques seront faites quand je serai mort, mais j'aurai laissé un testament, parce que ce document est un document testamentaire qui organise mes obsèques. Quant à mes funérailles, je les organise de mon vivant. Et j'expliquerai le 22 octobre les raisons pour lesquelles j'organise les funérailles de mon vivant. Il y a trois raisons. Première raison... On garde l'exclusivité pour le 22. Merci. Alors, docteur Etundi, Jésus-Christien, aujourd'hui, vous aussi vous avez fui, ancien séminariste, vous étiez du côté de Père Minkala. Comme Tot était catholique aussi, il dit que c'est son père qui l'a amené sur ce chemin. Une fois éveillé, réveillé, il a changé, il est devenu kamite. Le pasteur Alain Douk, adventiste hier, pasteur, 4 ans de service, il abandonne pour être théologien libre. Ndiboka Soona, lui il est resté pasteur, mais il dit lire la Bible avec la lunette en 3D. Oui, disons que après avoir dit bonsoir au panel ami, au panel complice, parce que nous partageons en quelque sorte le même objectif, celui d'éclairer les téléspectateurs, auxquels nous adressons un coucou très particulier ce soir, étant donné que nous voyons bien que l'émission est partie sur les chapeaux de roue. On espère qu'ils ne seront pas déçus par ce que nous pourrons leur apporter. Après l'avoir dit, je voudrais dire que ce qui arrive aux uns et aux autres est tout à fait normal, parce que ça participe de ce qu'on appelle des mutations de conscience. Et aujourd'hui, on peut être ici, après, en fonction de la compréhension qu'on peut avoir, des expériences qu'on fait, on est amené à évoluer, à aller d'une chapelle à l'autre. Et parfois, la chapelle qu'on rejoint n'est pas forcément la dernière. Et même lorsqu'on se veut... Ça veut dire qu'en tant que Jésus-Christien, vous êtes encore dans cette mutation permanente? Ben, il y a une mutation permanente, mais moi j'y suis quand même... Vous serez plus Jésus-Christien peut-être dans 10 ans? Je suis quand même depuis 32 ans, donc je pense que j'y ai posé ma valise, j'y ai déposé mon cercueil, et voilà, donc ça c'est une façon de parler, mais en même temps je voudrais dire que lorsqu'on se dit libre penseur, il y a du temps pour cette libre pensance, il y a du temps, mais après, très souvent, on se retrouve dans un groupe. Parce que la dynamique de groupe, pour l'homme, semble parfois incontournable. On a besoin de sentir qu'on est utile à d'autres. Et en cela, on refuse d'aller le chemin tout seul. Parce que parfois, aller tout seul ressemble à de l'égoïsme. Ce n'est pas par rapport aux libres penseurs que nous avons sur le plateau. C'est que nous-mêmes, nous avons souvent été dans ces états-là. Et il nous est apparu qu'aller tout seul, on peut aller loin. Mais aller avec les autres est encore mieux. Parce que se soutenir pour avancer ensemble représente un acte hautement spirituel. Merci. C'est une invite d'ailleurs, hein, monsieur Alain Douk, théologien libre ou libre théologien, à choisir forcément un courant
pourquoi pas ce soir, car dans un prosélytisme subliminal, le réseau chrétien vous invite à le suivre. On va marquer une autre halte et on revient sur ce plateau en rappelant que tous ceux qui aimeraient avoir d'amples informations sur Au Cœur des Mystères, la page officielle est désormais là, King Nathan Amougou. On revient juste après. On vous le disait, 3 pages, une page officielle Facebook King Nathan Amougou, abonnez-vous massivement. Une page Au Cœur des Mystères Facebook, pourquoi pas s'abonner, et une chaîne YouTube King Nathan Amougou aussi. Sur ce, on va entamer notre thématique de ce soir, conditionnement mental par l'image. Alors, Maître Brana, on se demande, puisque certainement la semaine prochaine, nous avons une dame venue bien sûr tout fraîchement de Paris, qui sera là, Madame Marina, que nous passons un bonsoir. Elle est spécialiste de l'hypnose. Elle sera sur ce plateau. Forcément, vous allez vous entendre. Comment est-ce qu'on est contaminé par certaines images insidieuses cachées? Oui, bien entendu, déjà à ma sœur Marina, merci déjà d'avoir accepté d'être parmi nous et nous t'accueillons et nous te sentons déjà en esprit. C'est toujours bien d'avoir l'énergie féminine sur un plateau comme celui-ci plein d'énergie masculine afin que nous puissions équilibrer nos frères. Donc déjà, je suis dans l'attente parfaite afin qu'ensemble nous puissions mettre à mieux ce plateau. Alors, parlant de l'image, comment se faisons-nous contaminer par l'image? Comme je l'ai souvent dit, ça se fait généralement déjà, premièrement, il faut qu'on aille pas à pas. Ça se passe déjà par le contact avec par le visuel, à savoir nos yeux. Ça, c'est par l'image, parce que le son, c'est par notre aura, notre ouïe, hein, c'est ça, l'ouïe? Ouais. Alors donc, l'image, c'est déjà par le sens de l'œil, les yeux. Et après l'œil, qu'est-ce qui se passe généralement? Ça se passe dans nos 3 corps subtils, à savoir notre conscience, le subconscient et l'hyperconscience. Le conscient qui est notre état de conscience, ça veut dire notre état de compréhension de notre état vibratoire. Et si nous sommes conscients ou inconscients, nous pouvons volontairement être contaminés par une image. C'est pour ça que je demande souvent aux gens d'être réveillés, mais si on n'est pas éveillé, et dont beaucoup sont, alors on peut regarder une image et se laisser envelopper mentalement par l'image, et cela par notre conscience. Elle, maintenant, quand la conscience a accepté l'image comme vraie, alors elle va s'asseoir dans notre subconscient. Et comment ça se passe? La prochaine fois maintenant, quand on veut agir, supposons que c'est une image pornographique que vous avez regardée et que vous avez admiré et fantasmé, et vous avez dit oui, oh là là, alors elle va s'asseoir dans le subconscient. La prochaine fois que vous voulez faire peut-être un acte dans le sens peut-être sexuel, mais que vous ne regardez pas l'image, vous allez avoir de la difficulté à vous mettre par exemple parlant bien sûr de ces images pornographiques, on a vu pas mal de ces images d'un autre genre faire bien sûr la une des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que les acteurs principaux qui ont véhiculé ces images seraient donc des victimes d'une industrie du mal tapis dans l'ombre pour manipuler les consciences? Justement, c'est pas, ils sont peut-être victimes, mais victimes inconscients ou non volontaires. Parce que ce n'est pas eux, à ce que je sache, qui ont choisi de distribuer l'image. Mais par contre, les victimes sont tous ceux, moi y compris, qui avons regardé l'image. Parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, quand ils sont en train de poser l'acte, cela a immédiatement sur l'hippocampe, ça a directement une sensation où on prend un coup là-dessus, soit en bien ou en mal. Alors, avant de regarder la conséquence, vous avez dit tout à l'heure que le conscient agit inconsciemment. Oui. Alors, à qui donc la faute? Puisque si l'image est passée sans filtre et se loger dans mon subconscient, une idée ingénieuse de quelqu'un, du marionnettiste. Oui. Alors, ceux qui ont pratiqué cela, vous avez pris l'exemple d'un film porno qu'on a regardé et dont l'image est restée gravée dans notre subconscient. Oui. Est-ce que l'acteur qui décide de faire cela et de filmer et de poster ne serait pas une victime
Je suis d'accord, oui. Ouais, Oui, c'est une question, oui, il est victime de quoi? Qu'est-ce que le virtuel aujourd'hui ou le visuel? Par exemple, je vais être honnête et de manière claire en tant qu'informaticienne déjà et expert en cybersécurité et expert en audit informatique, qui veut dire que j'ai quand même compris toute la composante du matériel informatique, etc. N'est-ce pas? Alors, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, tous ceux qui l'ont conçu, leurs enfants et eux-mêmes ne l'utilisent pas. Et eux-mêmes ne sont pas là-dessus. Leurs enfants, les enfants des hommes d'une certaine classe ne les utilisent pas. Chez moi, mes enfants, ma fille, mon fils ne regardent pas la télé, ne fait pas les réseaux sociaux. Ils passent leur temps dans les musiques de Mozart, dans les écoutes des vidéos de développement personnel, etc. Je les ai orientés vers là. Qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout? Mais généralement, dans nous, je vais être clair, il m'arrive rarement de citer le peuple noir ou encore le bas peuple dans un sens, dans un autre sens, pas dans le sens seulement de la pauvreté, mais je veux dire dans le sommeil, comme je dis souvent, que des êtres inconsciemment inconscients. Alors, pour les peuples inconsciemment inconscients, ils utilisent les réseaux sociaux au profit de ceux qui ont mis ça en place. Et ça veut dire que pendant que toi, le noir, moi par exemple, je l'ai dit à mes élèves, on ne distribue pas une vidéo qu'on ne veut pas que l'effet soit subliminalement entre les autres. Ça veut dire qu'une vidéo comme celle-là, je l'aurais bloquée. Et ce ne serait allé nulle part. Une vidéo où on tape un noir, je ne la distribue pas. Une vidéo où on opprime un noir, je ne la distribue pas. La preuve, levez la main et dites-moi, combien de vidéos avez-vous aperçues où on est en train de menacer un blanc? Pour ne pas parler de race, juste un exemple simple. Combien de vidéos avez-vous rencontré où on menace, où on parle mal à un blanc, quelque part? Mais c'est toutes les vidéos où on menace les noirs, où on parle mal des noirs, où on traverse les noirs, circulent dans les réseaux sociaux. Vous savez qui les circulé? Les noirs. Et qui veut donc dire quoi? Qui les fait les circuler? C'est donc l'effet subliminal que celui qui a créé WhatsApp, a créé Facebook, voulait. Alors il nous appuie et le noir, l'inconsciemment inconscient, et donc son bouton est appuyé, et comme il est inconscient de sa nature divine, donc de son état émotionnel, il appuie et il partage. On peut dire que ces derniers seraient donc des victimes, puisque aujourd'hui, on se retrouve dans un monde teinté de néophytes, et ça va dans tous les sens. Pour ceux qui nous regardent, et d'ailleurs ça fait l'actualité au Cameroun, ces sextapes, victimes donc de qui? Victimes de ceux qui, bon, je ne sais pas comment vous allez dire ça, le capitalisme, ou ceux qui... Les maîtres du monde? Des maîtres du monde, et bien évidemment. Et pourquoi? Des maîtres du monde terrestre. D'accord. Voilà. Merci. Alors quand vous avez décidé de fuir les réseaux sociaux comme la peste, vous avez quand même un téléphone qui vous permet d'appeler et de recevoir. Maître Brana vient de nous faire un exposé magistral en convoquant plus d'une casquette informaticienne dans les services d'intelligence américains. Elle nous dit que ses enfants également, et que ceux qui ont créé ces choses, leurs enfants n'utilisent pas ça. Alors la question est de savoir, d'après certains théoriciens professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et même des réseaux sociaux, ils nous disent qu'il est quand même capable d'imposer un sens à ce que téléspectateurs, internautes vont voir à partir d'une image. Oui, merci d'avoir fait le constat que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Et je n'y suis pas avec la plus grande raison. Tout simplement parce que en 2010, j'ai commis l'erreur de créer un compte, je ne sais pas, Facebook. J'ai fait à peine un mois, c'est-à-dire en voyant le type de message et le type de conversation qui est diffusé sur ces plateformes, je me suis dit, si j'évolue dans ce milieu, je risque d'être le plus médiocre de tous les médiocres et que je devrais plus me concentrer sur la culture de mon être, sur l'observation de ce qui se passe dans le monde à travers les vraies informations, sur l'observation de ce qui se passe autour de moi, en vue non seulement de comprendre mon environnement, mon monde, mais aussi de proposer des meilleures solutions. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, y compris vous, les gens insistent que pourquoi tu n'es pas là-bas, pourquoi tu n'as pas le téléphone Android. Et pourtant, le téléphone Android aujourd'hui est quelque chose de vulgaire. On comprend donc que vous n'êtes pas là parce que vous avez préservé votre santé mentale. Pour répondre donc à ce que Maître Brana venait de dire. Certains théoriciens et professionnels de l'image et du cinéma nous ont fait comprendre qu'il est possible, d'après les explications de Maître Brana, d'imposer un sens bien aux évidemment, images véhiculées. Oui, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux, il faut englober tout. C'est-à-dire
les médias mainstream, c'est-à-dire les télévisions officielles, à travers les journaux qui sont diffusés, les réseaux sociaux, le cinéma et la musique, ainsi que les effets de mode. La semaine passée, on a Nous sommes dans l'image cette semaine pour ne pas revenir et gagner en temps que on a par exemple évoqué la mode et l'image de la mode, c'est-à-dire ceux qui regardent les stars, les footballeurs et ceci, et qui veulent copier ce qu'ils regardent. Maintenant, le fond du problème, c'est que ceux qui ont construit ces systèmes, au départ, c'était des systèmes d'espionnage, où ils espionnaient, où les États s'espionnaient entre eux. Mais ils se sont rendus compte que espionner les États, les chefs d'État, les ministres, que le fonctionnement des pays ne suffisait pas. Il fallait maintenant, pour étendre l'hégémonie et la domination et la puissance, pour pouvoir anticiper sur certains événements et pouvoir construire une manière de penser pour les autres peuples, il faut mettre sur pied un système de contrôle mental. Et ce système de contrôle mental est tout simplement l'élaboration des programmes écrits qui sont transcrits par image via le cinéma, via les publicités à travers les réseaux sociaux, via les artistes qu'on choisit de produire. Parce que bien que certains aient des génies, on choisit une catégorie d'artistes malléables qui va accepter les conditions et le type d'image qu'on va lui imposer. Attends, est-ce que parce que nous avons été rappeurs au lycée de Coleton, est-ce qu'on peut donc dire que nous, on n'a pas eu la chance d'être produits par... non, il faut préciser une chose. C'est que l'industrie, c'est-à-dire les lobbies, qui aujourd'hui répandent la peste dans le monde, ont commencé à s'introduire dans le monde rap à partir des années 2001. Vous allez vous rendre compte que les productions de rap des années 90 et des années 80 sont hautement intellectuelles, en dehors des shootguns et autres, mais on a quand même trouvé des grands penseurs comme les KRS-One qui ont produit des textes philosophiques, IAM qui ont produit les textes philosophiques, des gens comme Ruth Manuva, des gens comme, je ne sais pas, Oxmo Puccino, Kerry James, qui ont produit des textes hautement philosophiques, y compris MC Solar et tout ce qu'on a suivi à l'époque. Mais lorsque l'industrie a commencé à se mêler de l'affaire, ils ont choisi le type d'artistes qui répondent à leurs besoins, à savoir les cupides, les gens qui ont une volonté avide de s'enrichir, de s'affirmer et d'atteindre les cimes. Et c'est ce type d'artistes qu'on a utilisé, qu'on a manipulé à leur guise. Et aujourd'hui, on voit les conséquences désastreuses que ce type de musique cause dans nos milieux. Alors mon père, conditionnement mental par l'image, alors les mécanismes d'influence d'un film, par exemple. Mek Brana, qui est experte dans un domaine, puisque ici chacun apporte sa contribution, on aimerait savoir les mécanismes d'influence d'un film. Alors, il faut comprendre que les films, ça fait partie de ce que nous pouvons appeler les moyens de communication sociale, des masses médias, des médias de masse. C'est-à-dire que ce sont en principe, ça devrait être des supports et des techniques qu'on utilise pour transmettre des informations. Et comme ces supports-là sont efficaces, de nos jours, avec le développement des techniques de l'information et de la communication, avec le développement de la technologie, ces supports sont devenus très efficaces. Il peut y avoir des attitudes qui désorientent, des attitudes très peu orthodoxes, surtout lorsque des gens plongent dans la financiarisation. Parce que je l'ai toujours dit sur ce plateau qu'aujourd'hui, le monde est menacé par 5 choses. 5 choses très graves. Il y a la mondialisation, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a la financiarisation, il y a le changement culturel et puis la Covid-19 qui est arrivée avec ses conséquences aussi. Et en utilisant les moyens de communication sociale, ceux qui sont attirés par la recherche de l'argent, ceux qui sont plongés dans la financiarisation, ils peuvent utiliser ces moyens-là au lieu de former, ils peuvent les utiliser pour s'enrichir. C'est pour cela que l'Église a sorti un décret en 1963, le 4 décembre 1963, signé par le pape Paul VI, qui est Inter Mirifica. Est-ce que nous sommes là dans les mécanismes d'influence du film? Oui, justement, parce que tous ces mécanismes, on les introduit pourquoi? Parce que les gens sont sortis de la logique normale du film. Le film, c'est pourquoi?
C'est la question que nous devions d'abord nous la poser. question, c'est... Alors, la question est fondamentale. Le film, c'est, comme je l'ai dit la fois passée, c'est le philosophe qui demande aux spectateurs de penser sur le sens de la vie, le sens de la contradiction, le sens du mal et d'entreprendre un nouveau départ. C'est le philosophe qui demande à l'homme de sortir de la passivité pour entrer dans une logique beaucoup plus dynamique en contribuant à l'édification de l'humanité tout entière. Mais malheureusement, certains utilisent des films aujourd'hui, des vidéos, des images aujourd'hui pour déstabiliser, pour désorienter les autres. Et c'est de ça dont il est question ici. Lorsque Maître Brana parle des inventeurs des WhatsApp, de Facebook qui ne permettent pas à leurs enfants de s'y retrouver, tout simplement parce qu'ils ont désorienté l'option fondamentale de ces moyens de communication sociale. Tout part de là. Donc le mal est au niveau de la source. Et c'est à ce niveau-là qu'on devrait combattre le mal en demandant aux uns et aux autres de rentrer à l'éthique, à la véritable déontologie des cinéastes, des auteurs, compositeurs, des metteurs en scène. Il faudrait que tout le monde rentre d'abord sur l'éthique de départ. Merci Djibokas Oona. On rappelle aux téléspectateurs que l'émission est interactive et pour tous ceux qui aimeraient réagir, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran vous aide à nous envoyer uniquement votre courriel. Si vous êtes hors du Cameroun, comme je m'allais dit, mentionnez notre code indicatif qui est plus 237 suivi du numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Alors, Djibokas Oona, peut-on parler du langage des masques sans être un masque? Très bien. Avant de répondre à la question de savoir si on peut parler du langage des masques sans être un masque, il faut déjà noter que sans vouloir être le professeur de qui que ce soit, je suis dans la désolation de constater que nous confondons sur ce plateau la notion de message subliminal et celle de perception implicite. Parce qu'un message subliminal, la conscience n'y a rien à y voir. Alors que la perception implicite, c'est quelque chose que vous voyez et de laquelle vous-même vous tirez de manière consciente une conclusion. Donc tout ce que j'ai entendu jusqu'ici relève de ce que j'appelle la perception implicite. Ça n'a rien à voir du message subliminal. Ceci dit, voyez-vous, la question que vous posez a tout son sens. Permettez-moi de donner une image très simple. Je vois une Bible devant moi ouverte, dans laquelle il est écrit que Jésus dut aller au séjour des morts pour récupérer la clé qu'un certain Satan aurait emportée. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un de la sorcellerie sans être un sorcier. Permettez-moi d'expliquer. On vous a arraché votre portable pour ne pas faire de publicité à rue Kennedy, au boulevard Kennedy, ou je ne sais pas moi comment on l'appelle. La personne qui ne peut pas aller au boulevard Kennedy ne peut pas ramener votre téléphone. La première chose à faire, c'est d'être capable d'aller au boulevard Kennedy. Sinon, votre téléphone, quelles que soient les conditions, ne reviendra pas. Vous comprenez que votre question porte en elle-même les prémices de sa réponse. Vous ne pouvez pas parler des masques si vous n'êtes pas un masque. Ceci dit, nous devons reconnaître, et nous l'avons déjà reconnu, nous sommes tous victimes de messages subliminaux depuis la matrice utérine. Ah oui, à la naissance, c'est ma mère qui me dit que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'en sais? Quand le bébé naît, si vous prenez la Guinness, pour ne pas faire sa publicité, vous versez dans le biberon, le bébé va téter. Vous prenez la sauce d'arachide sans publicité, vous mettez dans le biberon, le bébé va téter. Le bébé ne connaît la différence de rien entre toutes ces choses. C'est la société, c'est la famille qui commence à le conditionner, qui lui fait comprendre que le sucré est bien, non sucré n'est pas bien, et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous allez dire que voilà, le goût ou la langue qui a une fonction gustative n'a pas la bonne appréciation du salé et du sucré? Non, mais malheureusement, je suis désolé de vous dire qu'elle n'a pas la bonne appréciation parce que vous savez, les capteurs de conditionnement mental sont nos sens.
Les messages subliminaux passent par tous nos sens, par tous nos 5 sens, pour ne pas dire par tous nos 6 sens. Alors, si on revenait donc sur les sextapes qui pilulent les réseaux sociaux en ce moment et qui font l'actualité au Cameroun, est-ce qu'on peut donc dire que ces derniers, peu importe le bord, seraient victimes de la grosse industrie du mal? Mais vous savez, en matière de victimisation, je préfère avoir des réserves. Parce que j'ai moi-même acheté ma télévision. Puisque vous dites que nous sommes tous victimes. Oui, non, mais nous ne sommes pas victimes de n'importe quoi. Tenez, c'est moi qui achète ma télévision. C'est moi qui paye un bouquet. C'est moi qui choisis la chaîne que je veux regarder. C'est moi qui choisis le programme que je veux regarder. En quoi je suis une victime? Je suis participant du système. Alors, je ne suis pas une victime. Alors, je vais vous relancer. Hein, les experts comme Robert Orben déclarent que l'ennui avec le cinéma, c'est qu'on regarde pour se changer des idées, comme vous le dites très bien, mais qu'on finit par nous laver le cerveau. Non, je ne suis pas d'accord avec votre Robert Orben. Moi, je ne regarde pas pour me distraire. Quand je choisis un film, je sais ce que je cherche. Donc, je ne peux pas être victime d'avoir acheté moi-même un CD. Je ne suis pas victime. Je suis participant. C'est moi qui ai acheté. Parce qu'en réalité, l'auteur du film a sa part de responsabilité. Mais l'auteur du film ne m'oblige pas à acheter un film. L'auteur du film ne m'oblige pas à acheter un programme de télévision. Vous savez, un monsieur qui clique sur une chaîne pornographique, il sait exactement ce qu'il veut. Il n'est donc pas une victime. Il est plutôt participant. Il n'est pas une victime. C'est pourquoi, si c'était une question de victimisation, nous regarderions les chaînes pornographiques. Pourquoi d'autres regardent les documentaires? Pourquoi d'autres regardent les discours politiques, et ainsi de suite? Chacun choisit ce qu'il veut regarder. Et à partir de cet instant, je suis responsable. Je ne suis pas une victime. C'est facile de dire que nous sommes des victimes. L'homme qui a conçu le message a peut-être son message subliminal à travers son film. Mais je l'ai déjà dit, nous devons faire la différence entre un message subliminal et une perception implicite. D'accord. On va passer la parole au docteur Etoundi, qui semble ne pas être d'accord et qui l'a dit sur ce plateau dans d'autres émissions, que nous sommes tous des victimes, nous sommes tous manipulés, nous sommes tous influencés. Alors, docteur Etoundi, est-ce à dire que, comme Bokassa le dit, qu'il a la liberté de choix, que ce n'est pas lui-même qui choisit le film qu'il veut, mais c'est lui qui a décidé qu'il choisit le film à travers des mécanismes bien huilés qui l'amènent à choisir le film? D'accord, ma prise de parole ne sera pas dans l'intention de contredire Ndji Bokassa. Il n'est pas exclu que ce soit je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'il dit par rapport à ce que nous allons appeler la responsabilité. Mais lorsque nous parlons de victimes, au sens profond, parce qu'ici nous sommes au cœur des mystères, ce n'est pas une émission sociale, c'est une émission qui entend en quelque sorte examiner les fondements et les sous-bassements de la vie. Quand les gens se comportent d'une certaine manière, ce qui nous intéresse ici, c'est de nous demander pourquoi les gens se comportent comme cela. Et c'est en cela que votre notion de victimisation apparaît effectivement, parce que nous croyons être libres. Mais en fait, est-ce que l'homme peut se déclarer libre? C'est la question que je posais, puisque Ndji Bokassa l'affirme avec beaucoup de force et de virulence, que lui, il est libre. Et je dis donc qu'à l'heure actuelle, aucun homme sur terre ne peut se déclarer libre. Pourquoi? Parce que dès le début, nous sommes conditionnés. Quelle que soit la cosmogonie que vous embrassez, vous verrez qu'à aucun moment, on ne peut parler de liberté humaine. Et je vais me justifier. Si vous prenez la Bible, voilà qu'Adam est placé dans un paradis par un être qu'on appelle Dieu, et qui vient quelque temps après tirer de la côte d'Adam une femme. Et voilà pourquoi Adam rejette la faute sur Dieu. Parce que quand Dieu interroge Adam, Adam, pourquoi as-tu fait ça? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc il renvoie en quelque sorte le curseur sur Dieu. Donc vous voulez dire qu'Adam voulait manipuler Dieu? Il n'a pas manipulé, mais tout simplement dit, je ne me sens responsable. Je ne sais pas moi, mais c'est toi. Donc en réalité, ça commence là.
Et on voit toute la chaîne des vies qui se sont succédées. Nous sommes conditionnés, même au niveau traditionnel. On te dit, si tu ne te comportes pas comme ceci, il t'arrivera comme cela. C'est le chiffon de la peur qu'on agite. Où est la liberté dedans? Donc, à l'heure actuelle, lorsque je dis, j'ai la liberté de zapper, il faudrait savoir qui vous êtes. Est-ce que vous vous êtes demandé... Ndjiboka se tromperait donc, pensant qu'il est libre, alors qu'il est manipulé. On est tous manipulés. Manipulés maintenant, avec, j'intègre son idée où, à partir de tes penchants, tu peux t'orienter vers quelque chose, pensant que c'est en liberté que tu le fais. Mais en réalité, il n'y a pas de liberté. Et voici la raison cardinale pour laquelle il n'y a pas de liberté. Nathan, tout ce que nous faisons ici sur Terre, que nous appelons la vie terrestre, est construit d'après l'au-delà. D'après, on pourrait dire, des fraternités de vie qui sont dans l'au-delà. Tous les morts de nos villages sont présents. Ils y sont et poussent les habitants de ce village à se comporter d'une certaine manière. Les morts. Les morts. On les appelle, on les convoque lorsque nous faisons des cérémonies traditionnelles, que ce soit le deuil, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer, le mariage et comme ça. On appelle les morts, on appelle les fantômes, on appelle les anciens du village. Pourquoi peut-on appeler des gens qui n'existent pas? On les appelle parce qu'ils sont là. Ça signifie qu'ils sont là et c'est eux qui tirent donc. Vous avez utilisé une expression marionnettiste. En fait, nous sommes de pauvres marionnettes. Les marionnettistes sont là-bas dans l'au-delà et ils nous poussent à agir d'une certaine manière. Et c'est en cela, évidemment, que des systèmes de vie commune sont construits et autour des valeurs qui sont des valeurs ancestrales, des valeurs que je pourrais qualifier ici de fantomatiques, parce qu'en réalité, nous les vivants, on perçoit parfois très mal pourquoi nous devons nous comporter de telle ou de telle manière. Mais on vous dit, d'après une logique empirique, on vous dit non, il faut faire, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. Comment vous n'avez même pas le temps de vous demander pourquoi il faut le faire. On vous dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous évoluons comme ça, à travers tous les systèmes de vie que vous pouvez imaginer, que ce soit la nativité, que ce soit l'école où nous conduisons nos enfants, il y a un certain nombre de protocoles dans lesquels les gens sont admis sans qu'ils en comprennent même l'utilité. Et c'est en cela qu'une conscience qui se veut libre devrait à chaque fois demander, au lieu de comment, il devrait demander pourquoi. Alors, pasteur, Ndjiboka dit qu'il n'est pas libre, que lui, il est libre. Docteur Etundi dit que personne n'est libre. Comme le disait un contemporain, l'homme est partout dans les fers. Et qu'aujourd'hui, rien de ce que nous faisons n'émane véritablement de notre volonté profonde. C'est tout à fait exact. Nous vivons dans un monde de propagande et de manipulation azimutée, en réalité. Noam Chomsky disait justement à ce sujet, la propagande est à la démocratie ce que la violence est au régime totalitaire. En réalité, ce que vous voyez faire et ce que nous constatons avec le conditionnement mental par l'image contribue de ce qu'on appelle la fabrique du conditionnement. Elle qui est de culture anglo-saxonne, elle va comprendre ce que j'essaie de dire. Le mot c'est spin, pour parler de manipulation. On veut manipuler les gens pour créer un consentement artificiel, même contre le gré des masses. Les enjeux sont d'ordre politique, les enjeux sont d'ordre économique, sociaux, ou d'ordre social, commercial, ou éthique ou moral. Parce qu'on veut transmettre en réalité des contre-valeurs. Et alors, puisqu'on sait qu'en réalité, en essayant d'imposer des contre-valeurs, les masses qui ont un certain type, un certain paradigme de repère moral, culturel ou éthique ne vont pas facilement assimiler en réalité le nouveau paradigme qu'on veut leur transmettre. Ce qu'on fait donc, il faut les amener dans une dynamique où ils vont consentir sans avoir eu résolument ou vraiment le choix. Manipulation et publicité, influence inconsciente. J'en arrive. Allez-y. Alors, comment ça se passe? Par l'image, ça peut se faire de façon consciente, au travers de ce avec quoi vous gavez votre esprit. C'est-à-dire que même sans message subliminal, c'est-à-dire ce message que le seuil de conscience ne peut pas percevoir et qui va être reçu comme exutoire dans votre subconscient.
Alors, il y a un passage biblique qui a attiré mon attention et qui dit, c'est dans 1 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, ce qui fait l'objet de votre contemplation, de votre vision, de ce qui est tout le temps posé, l'objet de votre regard, finit en réalité par cette action, par vous impacter et vous transformer à l'image de ce que vous contemplez. Incroyable. Ah oui. Donc, notamment pour actualiser mon propos, même sans message subliminal, rien qu'à ce niveau, à force de regarder ce type de sextape, notre conscient est impacté par ce que nous voyons. Nous sommes pollués sur le plan de la conscience par ce que nous voyons, même déjà au niveau... Je vous relance, pasteur. Est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui, puisque si c'était un cas, on dirait ça passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cas. Peut-on dire, à partir de cet échantillonnage, que la société camerounaise est le reflet naturellement sur le plan moral de ce qu'elle consomme? Est-ce qu'on peut dire que nous consommons plus ces films érotiques que des films normaux? C'est exact. Et c'est le constat que je dressais ailleurs. Allez-y. Je disais, n'allez pas accuser les réseaux sociaux. Moi-même, je suis plus sur Facebook, ils m'ont banni. Mais je disais, n'allez pas accuser les réseaux sociaux parce que c'est des médiums, comme les maisons d'édition. Chacun peut s'asseoir au travers d'un médium. Quand les maisons d'édition, ils s'assoient, ils produisent une œuvre intellectuelle. Ça peut m'arranger, ça peut ne pas vous arranger ou pas. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Le problème, c'est pas les médiums. Le problème, c'est ce qui habite l'homme qui utilise le médium. Et justement, puisque l'homme en question est pollué, il a en situation de dégénérescence et de régression sur le plan mental et éthique. Alors, chaque conséquence n'est-il pas issue d'une cause? Alors, qui est donc la victime, qui est le bourreau? Mais de quoi se gave le Camerounais sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel? C'est là d'où vient le problème. Alors, vous allez constater que, on le disait en d'autres circonstances, mais comment on fait là avec le type de programme que nous avons au niveau des télés? Je tenais à vous dire qu'en réalité, la manipulation mentale va tellement loin qu'en réalité, on n'a pas besoin de regarder des programmes obscènes ou avec des messages subliminaux. Je vous explique. Est-ce que vous savez qu'il est démontré sur le plan physique et sur le plan vibratoire? C'est-à-dire que vous savez que dans la création du Seigneur, tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'onde. Alors, ça, le téléviseur que nous avons chez nous, en réalité, émet un champ électromagnétique. Et dans la physique vibratoire, il y a les savants ont étudié le sujet, et puisque nous-mêmes nous sommes des êtres vibratoires, chacun des aliments que nous mettons dans nos plats a une vibration qu'on peut essayer de mesurer en unité bovis, etc. Bon, c'est un autre point, je vais le fermer. Le truc, c'est que avec le téléviseur, on peut soigneusement régler sa vibration. Ah bon? Exactement, de telle sorte qu'il devient un instrument hypnotique à chaque fois que vous êtes placé devant lui, quelle que soit la nature du programme que vous regardez. On sait régler les fréquences, soit en haute fréquence, soit en basse ou très basse fréquence. On connaît quelle est la vibration humaine et on connaît comment il faut régler en réalité l'appareil, le dispositif en question pour prendre d'assaut la conscience humaine et la contrôler. À tel point qu'on peut minutieusement choisir les vibrations, la fréquence du téléviseur et procéder même à des suggestions. Merci. Alors, oui, allez-y. Je dis, comme je vous ai regardé par le passé, devant le téléviseur et tout, il y a quelque chose qui m'a gêné. Parce qu'en réalité, on nous manipule mentalement, notamment avec la photo d'un certain Christ qui n'est pas le Christ biblique. D'accord. Alors, vous dites que je vous ai manipulé à distance? Mais nous sommes manipulés par cette image d'un Christ à la lisière de la féminisation. D'un Christ qui est inspiré d'un certain tableau appelé Salvatore Mundi, qu'on doit à Leonardo da Vinci, qui était un homosexuel consacré et qui en réalité sur la peinture célèbre Salvatore Mundi ne fait qu'en réalité peindre son amant, qui n'est autre que Cesare Borgia, et il le disait. Quelqu'un ici l'a dit sur le plateau, je pense que c'était au cours de l'une des émissions qui traitait du sujet. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et bibliquement, Christ n'est pas un arien, il n'est pas blanc. Je le dis sans arrière-pensée suprémaciste. Christ c'est un nègre. Il faut que les gens le sachent. Merci. Vous n'allez pas vous fâcher, mon pasteur. On rappelle aux téléspectateurs que c'est au cœur des mystères et nous sommes dans le conditionnement
par le conditionnement mental par l'image. Vos réactions au numéro qui s'affiche au bas de petit écran, n'hésitez pas à les envoyer maintenant. Alors, Tot, on revient tout à l'heure, manipulation, publicité et influence inconsciente. Les avis sont partagés et mitigés. Le jet du pasteur semble intéresser les téléspectateurs. Le téléviseur a des vibrations, les Allemands ont des vibrations et on se retrouve manipulé pratiquement à volonté. Bon. Personne n'échappera. Je suis pas totalement d'accord avec lui, surtout en ce qui concerne les vibrations du téléviseur ou quoi que ce soit. Parce que le téléviseur, c'est moi qui l'achète, c'est moi qui l'allume et c'est moi qui mets le volume que je veux mettre. C'est moi qui choisis les chaînes, c'est moi qui suis ému par ce que je vois. Donc, on ne peut pas régler le téléviseur aux États-Unis alors que c'est moi qui l'ai acheté. Qui règle ça? C'est ça le problème. Bon, maintenant, la fréquence, c'est moi qui mets la fréquence. Si je n'aime pas le haut volume, je mets un volume bas. Ça dit, je mets un volume qui correspond à mon équilibre mental et psychologique. La même chose, lorsque je vais regarder un programme, comme Njibokas l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas aller choisir les histoires de manga ou de novellas. Donc, je vais regarder que tout le monde est conditionné. Bon, s'il faut même partir de là, il faut préciser quelque chose. Le type de conditionnement dont il est question ici, c'est le conditionnement qui porte vers la déchéance, vers la destruction, vers l'autodestruction. Mais dire que chacun est conditionné, totalement, mais il faut préciser une chose. Lorsque j'appartiens à une culture qui me procure le bien-être quotidien et l'épanouissement dont j'ai besoin, même si c'est un conditionnement, en m'interdisant de ne pas faire ceci, en faisant ça, et que je constate que chaque fois que j'enfreins une règle, je suis frappé, je constate que c'est une règle éthique qui convient à l'essence, à l'équilibre et à l'épanouissement de ma communauté. Maintenant, les images qu'on nous véhicule là. Alors, nous parlons ici de manipulation, publicité et influence inconsciente. Par exemple, on me balance une publicité d'un nouveau pantalon en tonoise, jean sexy, tendance homosexuelle. Comment vous savez que c'est un pantalon homosexuel? Ben, bien sûr, la seule question qu'on pose, lorsque l'homme veut présenter ses formes, ça dit les fesses, les cuisses et les mollets, il veut exhiber ses formes à qui? Est-ce que la femme regarde l'homme par rapport à ses fesses? Est-ce que vous êtes une femme pour connaître? Non, la femme, ce que la femme attend de l'homme, c'est l'élégance. Ce que la femme attend de l'homme, c'est l'élégance, la prestance, la responsabilité et tout ça. La femme n'attend pas que tu lui présentes que tu as les grosses fesses. Elle peut regarder tes fesses. Une femme qui regarde les fesses de l'homme. Donc ceux qui font ça ont d'autres visées. Ils savent qu'il y a des hommes qui vont les regarder, qui vont regarder les jeans sexy, ils vont regarder leur sexe. La même chose en ce qui concerne les types de films. Je ne vais pas allumer ma télé pour regarder un film tout du début jusqu'à la fin. Tu me dis que vous n'êtes pas, que c'est pas vous qui agissez. Non, il y a un problème, c'est moi qui choisis. Maintenant, je choisis à partir de quoi? À partir de ma vision du monde, de ma culture. Mais il y a un problème de fond qu'il faut mentionner. Que le frère n'a pas... Je vous reviens tout à l'heure, puisque Dr Etundi va réagir. Alors, Dr Etundi, en quelques secondes, puisque c'est le temps d'expression de Todd qui va chuter, Todd dit que lui, comme Djibokas, ils sont des extraterrestres et ils ne sont pas conditionnés. Ils peuvent choisir à volonté ce qu'ils veulent. Non, disons que la vie terrestre, je qualifie ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Et il faut aller chercher ce qu'il y a dans l'iceberg. Aucun homme n'agit de manière totalement libre. Nous sommes entièrement conditionnés. Soit de manière intime, soit de manière, on pourrait dire, culturelle, soit de manière atmosphérique. Vous n'êtes pas libre dans ce que vous faites. Et justement, ceux qui lisent la Bible retiennent le propos de Paul qui dit « Je fais le mal que je ne veux pas. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. » Ça signifie que l'homme ne dépend pas entièrement de sa propre volonté. D'accord. Voilà. Mon père va réagir. Docteur Etundi démontre ici sa maîtrise de la Bible. Paul, je pense, c'est dans Corinthiens où il dit « À chaque fois que je veux faire du bien, on ne peut pas dire qu'on est un être libre. Ah. Oh oui. Personne Toi, n'est libre sont libres. Non, écoutez, d'autres, il dit ce qu'il voudrait dire. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le fait de connaître la vérité et de tendre constamment vers elle. Or, on ne peut pas cerner toute la vérité. On ne peut pas cerner la vérité dans sa globalité. Et encore plus, on est limité par
dans le temps et par l'espace. Personne ne peut être totalement indépendant. On ne peut pas être libre. On va être libre par rapport à quoi? On est conditionné par la femme qui nous fait la cuisine, on est conditionné par des voisins, par le médecin, la médecine qui n'est pas d'ailleurs une science exacte. On est conditionné par l'environnement immédiat. On ne peut pas dire que l'être humain, c'est un être libre. Merci. Bonsoir King Nathan. En neurosciences, la motivation subliminale pousse à agir sans que le sujet concerné n'en ait conscience, mais elle ne peut pas forcer cette personne à agir contre sa volonté. Exemple, les algorithmes prédictifs qui étudient les comportements individuels et proposent des produits numériques basés sur vos goûts ne vous obligent pas à finaliser l'achat. Amenhotep qui réagit depuis la Suisse. Bonsoir à vous, Amenhotep, certainement un ami de un frère à Tot. Bonsoir King Nathan. Il est clair que la dépravation des modes dans les réseaux sociaux est une monnaie qui sied aux détenteurs de ces outils de communication. La preuve est que si je suis le patron de WhatsApp, par exemple, je mettrai des algorithmes puissants pour éviter certains contenus, puisque le jeune public y a accès. Il faut accepter le fait que la violence remplit les poches et la paix le vide. Malheureusement, nous n'en sommes qu'au début. Moto depuis la Suisse. Bonsoir, good evening King Nathan and to everyone on the panel. Dr. Etundi is making a very brilliant point. Man is born free but everywhere in chain. Awija from Simbok à Yaoundé, il dit que l'homme est né libre, mais il est partout, enchaîné. Bonsoir King Nathan. De plus en plus, nous avons des films qui montrent des extraterrestres. Les messages subliminaux que l'on peut véhiculer, c'est leur existence effective et les gouvernements, surtout américains, le reconnaissent déjà à travers les publications du Pentagone et des anciens chefs d'État tels que Obama, Bill Clinton. Ils ne confirment ni n'infirment ce qui est déjà une évolution dans cette information. Et plusieurs théories des scientifiques de renommée incontestable confirment. Les réalisateurs et le gouvernement nous préparent donc à accueillir bientôt les extraterrestres. Léonce depuis Douala. Les extraterrestres. Bonsoir King Nathan, j'aimerais participer à l'émission, m'adresser directement à la dame. Je n'ai rien contre elle personnellement, mais selon le thème du jour, son accoutrement, les ongles, les cheveux qu'elle a, ne sont-elles pas un mode de conditionnement mental par l'image? À quoi bon sert ces enfants de ne pas aller dans les réseaux sociaux? C'est Sterling depuis Libreville au Gabon qui a seulement regardé les ongles de Maître Brana. Pourquoi seulement les ongles? Bonsoir King Nathan, les Africains ils sont incapables de fabriquer un bic. Ok, d'accord. Alors, on va revenir à Maître Brana qui voudrait également donner son point de vue sur ce qui est dit ici à travers la manipulation, publicité et influence inconsciente. Voilà. Toi, dit qu'il n'est pas influencé, Djibokas non plus. Voilà. Moi de même, je vais dire que je ne suis pas involontairement influencé, parce que ce que je voulais clarifier ici, qu'on essaye de dire ici, c'est que les êtres humains inconscients de leur nature divine, ou inconscients de leur pouvoir interne, ou encore inconscients de leur être, et qui vivent sur leur partie supérieure, à savoir de leurs 5 sens et non pas de leur 6e sens, sont ceux-là qui n'ont pas organisé leur psychisme. Alors que l'être conscient est un être qui a réussi à venir en harmonie en lui. Il a apporté ses 4 corps en harmonie, à savoir son corps mental. Comme disait le frère Douk ici, il a pu nettoyer le paradigme, le conditionnement avec lequel il est né ou il a grandi, à savoir toute l'éducation qu'on lui a donnée, la culture qu'on lui a donnée. Il a pu nettoyer ça et il a pu acquérir. C'est ça un être éveillé, c'est ça un être illuminé, est un être qui est vide de conditionnement. Comment la manipulation passe par la publicité pour aboutir à une influence inconsciente. Voilà, donc, comme je disais, pour clarifier le problème d'involontariat, on peut donc avoir sa télévision à la maison et on a donc la volonté de l'allumer et de la regarder, de regarder un film pornographique, mais inconsciemment, mais on est inconscient de ce du message. Est-ce qu'on dit que c'est ce qui a été emmagasiné dans le subconscient qui nous pousse à aller regarder le film porno? C'est donc là où je voulais chuter, c'est le paradigme en l'homme, comme disait donc, voulait décrire notre frère Douk, c'est le paradigme en l'homme qui lui permet de se diriger vers
un truc snobiste ou une fraction, un fantasme particulier. Mais s'il n'y a pas de paradigme en soi, ou si on est au contrôle de son paradigme, alors on peut donc faire un choix conscient. Même alors, la plupart des gens... est-ce qu'on peut donc comprendre par là que toi qui pense ne pas être... Voilà, qui pense que le film qu'il veut mettre, c'est lui qui veut... Voilà. Justement, Nathan, il ne le sait pas, mais maintenant que je le dis, je suis sûr qu'il va se rendre compte. Le film qu'il veut mettre prend source, le choix qu'il va choisir prend source dans quelque chose, dans un paradigme en lui. C'est-à-dire qu'il a pu acquérir avant. Quelqu'un lui a dit quelque part un jour, oh mais les cowboys, tu sais, hein, quand ils mettent les chapeaux, ils sont comme ça. Et il s'est décidé, je vais aller regarder ce film-là pour voir comment les cowboys font, pour que je puisse mieux me protéger, par exemple, contre eux. Et c'est pour ça qu'il appuie. S'il n'avait aucun conditionnement en lui, aucun paradigme en lui, en réalité, comme je l'ai souvent démontré, si on vous accouchait, on mettait dans une chambre, on vous fermait là-bas, on mettait un robot qui vous nourrit, toujours et nuit, on vous sortait de là à 20 h, à 20 ans, l'enfant là ne saura pas qu'il faut que j'aille appuyer telle chaîne. Il n'aura en lui aucune image de quoi que ce soit qu'il va aller allumer une télé pour mettre. Et donc, on dira qu'il va conditionner. Mais donc, comme disait Dr Etundi, il veut nous faire comprendre que depuis l'enfance, dès lors qu'on entre comme état vibratoire devant notre mère, tout ce que notre mère mange, tout ce qu'elle dit, les fâcheries, les émotions qu'elle porte en elle, nous magnétise. Et donc voilà pourquoi l'enfant dès le bas âge, un enfant par exemple africain à 1 an, tu l'amènes quelque part dans une maison en Europe, tu commences à lui donner peut-être les céréales qu'il ne mangeait pas en Afrique, par exemple, il ne se retrouvera pas. Alors c'est notre paradigme qui nous pousse à la plupart des gens qui sont inconscients de la nature divine à agir volontairement, mais inconsciemment parce qu'ils ne sont pas liés à leur être intérieur et donc ne peuvent pas contrôler. Merci maître. Alors Ndiboka Sohona, que ce soit toi, que ce soit toi-même, maître Brana, dans son développement, démontre que ce que vous pensez être votre volonté profonde est tout simplement la projection d'une information qui sommeille dans votre subconscient et qui agit inconsciemment en vous, vous faisant croire que vous êtes maître de votre corps. Je suis désolé, tant pour Maître Brana que pour le docteur Etundi, de répéter qu'ils confondent ce qu'on appelle la perception implicite et le message subliminal. Nous sommes tous victimes de messages subliminaux. C'est ce que j'ai dit. Mais pour ce qui est de la perception implicite, on est volontaire. Nous sommes dans les messages subliminaux. Oui, mais alors, si nous sommes dans les messages subliminaux, vous devez comprendre que personne n'y échappe. Parce que le message subliminal n'a rien à voir avec notre conscience. Il n'a rien à voir avec notre conscience. Mais lorsqu'on parle de regarder un film et de faire ce qu'on a vu dans le film, nous ne sommes pas là dans la sublimation. Nous sommes là dans l'implicitation. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il n'y a donc pas des messages subliminaux, des images subliminales cachées dans ces films? Voilà. Non, je peux... Nous sommes dans le conditionnement mental. Je vais me répéter. Dans le conditionnement mental, un message subliminal est un message qui intègre notre cortex en dessous du sein de la conscience. Donc vous n'êtes même pas conscient. C'est la question que nous posons donc au vu donc des faits. Alors, est-ce que celui qui reproduit donc un certain nombre d'actions serait la victime ou le bourreau? Ce qui est clair. À partir des messages, des images à partir des messages, parce que vous savez, le subconscient ne réfléchit pas. Il faut que cela soit dit. Le subconscient ne réfléchit pas. Par conséquent, les décisions qui sortent du subconscient ne dépendent pas d'un raisonnement, ne dépendent pas d'une réflexion. Donc, à partir de cet instant, tout ce qui provient du subconscient, nous le subissons tous sans aucune exception. Cependant, ce que nous disons, et c'est de là peut-être que nous ne nous entendons pas, ce que nous disons, c'est que dans la perception implicite, c'est que l'image que je vois de manière consciente m'envoie un message. Si vous me permettez de donner un exemple simple. Dans tous les bureaux dans ce pays, vous voyez la photo d'un homme. Le chef de l'État. Simplement la photo du chef de l'État, elle ne parle pas, elle ne dit rien, mais elle vous dit tout. Sublime. C'est pourquoi pendant les élections, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Le chef d'État, c'est l'image que je vois partout. C'est un message implicite, il n'est pas subliminal. C'est dans ce sens-là que je parle. Pour ce qui est du message subliminal, je l'ai parfaitement expliqué. Depuis la matrice utérine, nous sommes tous conditionnés. Alors, ici... Cependant, quand je regarde un film, j'ai le choix.
Parce qu'un titre est le résumé d'un film, un titre est le résumé d'un livre, un titre est le résumé d'une scène. Donc quand j'ai décidé de choisir, d'aller regarder quelque chose comme la beauté du diable, ah ben, ça veut dire que je sais ce que je veux. Je ne suis donc plus une victime. D'accord. La beauté du diable, Todd, vous allez, on a suffisamment développé sur votre pensée et on va continuer avec vous. Il faut préciser une chose, à savoir que les esprits aptes à être conditionnés sont des esprits qui ne reposent pas sur un véritable paradigme. Ce sont des esprits qui flottent. Ce sont des esprits flottants qu'on manipule facilement. Donc, lorsque je dis clairement que je n'ai pas dit que je ne suis pas conditionné, il faut bien préciser ça. Je n'ai pas dit que je ne suis pas conditionné. J'ai dit que la seule chose qui puisse me conditionner, c'est la chose qui me confère mon bien-être et l'épanouissement de mon âme, de mon esprit et l'élévation de mon esprit. Dans un paradigme. Dans un paradigme. C'est pour ça veut dire ça. que votre kémitisme, c'est ce qui te Ce te kémitisme, conditionne. non, il faut préciser, Te ce conditionne. kémitisme, je ne suis pas né dans le kémitisme. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit dans le kémitisme. Il faut bien préciser ça. Je suis né et mon père m'a orienté vers le catholicisme, ma mère m'a orienté vers le pentecôtisme. Mais très tôt, dès l'âge de 15 ans, sans aucune influence, en lisant la Bible, je ne me suis pas reconnu dans ce texte. Donc, je ne vois pas là où j'ai été conditionné. Heureusement, quand j'arrive à l'université, les choix que je fais de faire égyptologie, philosophie, psychologie, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dire « va faire ceci ». C'est parce que mon être profond, ayant découvert que j'ai quelque chose que je cherchais, que j'ai fini par trouver, mon être profond m'a orienté vers cela. Donc aujourd'hui, si je suis kamite, c'est par conviction, par vérification. Et je voulais donc préciser que sur cette mesure-là, aujourd'hui, je ne pense pas que je puisse être... Le kémitisme ne repose-t-il pas sur une idéologie? Le kémitisme, toute chose repose sur une idéologie. Maintenant, l'idéologie, c'est quoi l'idéologie? Est-ce que l'idéologie est un rapport? Parce qu'on veut voir détester tout ce qui est le coderme. Non, il faut... Si je déteste, il y a même d'abord le refoulement. Au fond, si je déteste, c'est parce qu'il y a une accumulation de ce qu'on appellerait de stress, de traumatisme multimillénaire que l'Afrique noire a subi. Il est normal que, comme cela ne s'est pas arrêté, comme nos États continuent d'être sous le joug de ces bourreaux, il est normal que j'ai une certaine aversion vis-à-vis de cette culture qui nous présente aujourd'hui des mœurs très perverses. Donc je voulais terminer en disant que ma position aujourd'hui de défenseur de la culture et de la spiritualité africaine n'a rien à voir avec la xénophobie ou le racisme, mais ça a tout simplement à voir avec l'accomplissement de mon chemin destiné. On va revenir sur le thème ce soir. Bonsoir King Nathan, en direct de votre émission depuis Harrisburg. Maître Barnard connaît la capitale de la Pennsylvanie aux États-Unis, Francis Simon Guini. Beaucoup de courage, c'est trop intéressant. Francis Nguini, l'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h sur Vision 4. L'homme est en permanence conditionné, monsieur, sans le vouloir, par une stratégie menée par un groupe d'intérêts, cherchant à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques capitalistes. Papi Junior Dongousso, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Bonsoir King Nathan. Toutes ces espèces sont dépendantes l'un de l'autre, mais cela ne conditionne pas, car chaque espèce est libre de son choix par ses sens. La dépendance est une chose et le libéralisme en est une autre. Nathan, avez-vous remarqué que la plupart des films de nos jours ont une scène d'homosexualité et que cette semaine, la Hongrie refuse cette diffusion avant 22 heures pour préserver la santé mentale et la prédisposition des enfants? Le gouvernement hongrois a choisi de libérer les enfants au détriment du conditionnement EYAM depuis la France. EYAM qui en France semble connaître ces choses. Alors, pasteur, EYAM nous dit que la plupart des films aujourd'hui ont une tendance, voilà, et même les séries, à incruster, à introduire, à greffer un homosexuel. Là, lui, il est en France et il nous fait cette analyse de ce côté. Justement, et vous voyez, depuis que j'ai intervenu, j'ai fait le premier jet, je ne suis pas encore arrivé sur les messages subliminaux. Je veux démontrer qu'en réalité, avant même d'y arriver, on peut subir un conditionnement mental. Justement, avec cette petite présence
hein, déjà coutumier d'un certain homosexuel, d'une transgenre, d'une bisexuelle dans les séries et les autres productions cinématographiques, ben, c'est un conditionnement. Il joue le rôle cool. C'est quoi, c'est une préparation? Mais c'est un conditionnement mental. L'ami toujours là, à votre écoute, la fille qui est toujours là, qui prend votre tête, qui vous donne l'épaule pour que vous y pleuriez quand vous êtes... voilà, toujours gentil et tout et tout. Donc, on vous conditionne mentalement pour que vous acceptiez cette sexualité contre nature et ceux qui sont porteurs de la sexualité en question ou qui la vivent. Alors, le conditionnement mental et la manipulation mentale de masse par l'image pas très loin. On a réussi, des gens ont leur Bible en main, mais on a réussi à les convaincre qu'en réalité, Jésus-Christ, personnage tant biblique qu'historique, était noir, les maris et tout étaient blancs, Marie et tout le reste, les apôtres étaient blancs. Pourtant, leur Bible dit... Votre Bible, puisque tu l'as sur ce plateau. Ils ont la même Bible que moi. J'ai une Bible devant moi, Louis II. Je dis, la Bible dit... Connaissez-vous que Louis II était... Je cite des passages en cours. Connaissez-vous que Louis II était homosexuel? Ben, je sais que Louis II avait certainement des allégeances kabbalistiques. Il n'est pas le seul traducteur. Nous pouvons prendre d'autres traducteurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Louis II et venir avec Louis II sur ce plateau? Est-ce que ce n'est pas un conditionnement? Le problème n'est pas... Et une tendance subliminale qui vous impose? Absolument pas. Le problème... Ne nous distraite pas. Nous sommes dans le thème. C'est pas une distraction. Le problème, c'est pas... Pourquoi pas Darby? C'est pas autour de Louis II. J'ai une Bible Darby à la maison. J'ai plusieurs versions. Parce que justement, en tant qu'exégète, je vous explique. En tant qu'exégète, si vous voulez la traduction d'un texte la plus fidèle, même quand vous n'avez pas étudié les langues bibliques, ce qu'il faut faire, c'est réunir un certain nombre de traductions. Pasteur, avant de passer la parole à mon père, alors est-ce que vous ne voyez donc pas que ce que vous décriez, vous tombez dans le même piège, puisque vous avez une Bible qui, d'après vous, pasteur, qui, d'après vous, est la meilleure traduction. D'après 70. Voilà, et lorsqu'on essaie de fouiller des choses, on se rend compte qu'il avait également un comportement peu orthodoxe. Donc c'est à vous la question. Et vous avez votre Bible. Nathan, tu sais que c'est écrit dans Matthieu 23:8 qu'il ne faut appeler personne sur le plan spirituel père. Donc, du coup, nous sommes avec vous et lui second. Ah d'accord, la question est adressée à moi. Oui. Voilà. Donc je dis ceci. En réalité, le problème n'est pas autour des traductions. Les traductions, c'est une... Pourquoi le choix de Louis II? Voilà. Vous êtes venu avec une seule Bible, et c'est Louis II. Sur 70. Pourquoi le choix de Louis je n'allais pas quand même transporter bon, toutes mes pourquoi vous avez choisi Louis II? En être conscient que vous êtes. Pourquoi avez-vous choisi Louis II? Attendez. Même déjà sur le plan pratique, il y aurait une certaine gêne. Voilà, conditionnement. Conditionnement. Louis seconiste. Clair. Non, s'il vous plaît. Je disais ceci. On a réussi à faire croire aux gens, en dépit de ce que dit clairement le texte, que le texte biblique, lequel? Il y a 70 textes bibliques. Lequel? Attendez, vous mettez, je ne vais pas pouvoir développer ce que j'ai à dire. On a réussi à les convaincre que la personne historique et biblique du Christ, les apôtres, Marie et tous les autres personnages étaient ariens. C'est du conditionnement mental parce que les données bibliques disent tout autre chose. Non, mais la Bible éthiopienne ne dit pas ça. On a réussi. Attendez. La Bible éthiopienne ne dit vous pas ça. l'avez avec vous? D'accord, oui, pasteur, vous allez continuer. Bien, attendez, je suis juste là. C'était un exemple, une illustration. Je dis ceci, on a réussi à faire croire aux gens qu'en réalité, des avions étaient rentrés dans les tours du World Trade Center. D'accord, merci. Nous ne sommes pas encore là. On va passer la parole à mon père, puisqu'on a l'impression que les panélistes vous ont un peu déstabilisé. Alors mon père, nous voyons sur le plateau le pasteur qui dit qu'il y a un certain type d'individu qu'on greffe dans les films qu'on trouve intelligent. Mais bizarrement, il se retrouve aussi avec une Bible qu'il trouve intelligente et même pratique. La version Louis II, on est tenté de se poser la question, est-ce que ce n'est pas un conditionnement? Et déjà, je n'utilise pas souvent la tradition de Louis II parce que ça n'a pas tous les textes, par exemple. Un texte que j'utilise beaucoup, il s'agit du deuxième livre des Maccabées que je lis lorsque je m'en vais célébrer les messes des funérailles. Donc, je ne voudrais pas dire ici que c'est une Bible qui est incomplète selon
l'utilisation que moi j'ai Mais fait. puisque vous dites qu'il y a des livres qui n'existent pas ailleurs. Justement, ce n'est pas une Bible que j'utilise beaucoup. J'utilise la traduction écuménique de la Bible. Oui, la TOB. J'utilise aussi la Bible de Jérusalem, qui est la traduction. Quels sont les livres qui manquent dans cette Bible? J'ai cité là tout à l'heure. Les livres manquent aussi à tort. Oui, le deuxième livre de Maccabée, ça manque. Donc, il y a beaucoup de livres qui manquent. Et sans vous couper, Nathan, sans vous couper mon père, sans vous couper Nathan, pendant qu'ils utilisent TOT comme la Bible éclaircie, nous les métaphysiciens, toujours pour ceux qui l'ont écrit vraiment, ont mis de côté la Bible qui parle à la sixième, c'est-à-dire qui décrit vraiment tout en parabole, qui est la Bible, interprétation métaphysique de la Bible. Votre Bible, c'est laquelle alors? C'est la même, mais alors vous savez, la Bible est le document le plus sacré et le plus écrit avec beaucoup de messages plus subliminaux que vous pouvez imaginer. Qui me dit quoi? Je veux vraiment couper aussi. Je suis en train de venir. Parce que je voulais parler. Oui, justement, je vais remettre la parole au Père. Je voulais juste clarifier que la Bible métaphysique, par exemple, interprète dans la Bible de la manière la plus. Mais non. Alors, la question parce qu'il n'y a pas la Bible, il y a des Bibles. Permettez-moi de vous couper. Il y a des Bibles. Il y a une soixantaine de Bibles. On se rend compte que la Bible... même la Bible top à laquelle le prêtre fait allusion, il y a des textes qui manquent dedans. Vous allez voir, par exemple, qu'en lisant top, on vous demande d'aller consulter le livre de Jachar. Mais quand vous ouvrez la Bible top, il n'y a pas le livre de Jachar dedans, il n'y a pas le livre de Nathan dedans. Ça veut dire que même top est un livre incomplet. Parce que là, on va parler des problèmes. Merci. Nous sommes dans le conditionnement, mon père. Alors, j'ai posé la question simple au pasteur. Pourquoi le choix de Louis II, par exemple, il a eu des difficultés à le répondre? Non, je n'ai pas eu de difficulté, j'ai donné la réponse. Oui, je crois que le pasteur a apporté la Bible qu'il a l'habitude d'utiliser. Moi, si je me déplace pour une prédication, je veux ramasser la Bible que j'ai l'habitude d'utiliser. Je crois. Pourquoi ce choix? Conditionnement? Oui. Ça dépend de sa formation d'abord. Ça dépend de sa formation. Oui, ça dépend de l'école où il a étudié. Ça dépend de ses maîtres. Ça dépend maintenant. Ça dépend de la philosophie qu'il a conditionnée. Voilà, justement. Ouais. J'ai dit ici qu'on est conditionné. On est conditionné par notre environnement. On est conditionné par notre environnement. On est conditionné par l'école qui nous forme. On est conditionné par nos parents. Il a été conditionné par ses formateurs. C'est pour cela qu'il a apporté cette Bible. Peut-être veut rebondir. Hein? Il dit que tout le monde ici est même conditionné. C'est ce que tout est en train de nous rejoindre. Lui qui prétendait être... Bienvenue au club. Mais le problème... Bienvenue au club. Je ne lis plus jamais rien. D'accord. Mais la question que vous avez posée... Oui, mon père. La question que vous avez posée sur les images, je crois que c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus parce que je propose, sans toutefois l'imposer, je propose qu'on revienne vraiment sur le conditionnement mental par l'image. La Bible est une image? Même le message. Non, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est une bibliothèque. De toutes les façons. D'accord, oui. D'accord. J'ai une préoccupation qui me taraude l'esprit depuis. Parce que j'ai suivi Maître Brana dire, il faut quitter les cultures, il faut quitter les paradigmes, il faut quitter ceci, maintenant c'est le paradigme en soi. Mais le paradigme en soi, Maître Brana ne devrait même pas avoir de nom. La question... Une sœur de l'Ouest, comment subitement elle s'appelle Brana Benanea, un nom oriental? Le nom la sort d'où? C'est le nom de l'entité auquel elle s'est unie? Ou bien c'est le bouddhisme, c'est quoi? Le bouddhisme tibétain? Pourquoi elle ne s'appelle pas Lao Tse ou Kim Jong-un, ou Ndogmo, ou Jenkam? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi Brana Benanea? Maintenant, donc, la logique maintenant, pour clore mon propos, la logique voudrait donc que les racines, l'arbre surgisse de ses racines. Si je m'appelle Top, c'est un nom bantou. Merci, on va revenir avec vous, docteur Efundi, puisque nous revenons naturellement sur le thème, comme le disait le prêtre tout à l'heure. On a
compris que même si chacun veut se défendre, on est attaché quelque part. Oui, D'abord chez nous. et je pense que c'est le plus important parce que là, on vient d'assister à une digression qui ne nous honore pas. Nous sommes un plateau sérieux, nous voulons aller de manière posée, méthodique. Nous parlions de la manipulation par l'image. C'est vrai qu'il y a des Bibles illustrées. Et c'est à ce niveau que les différentes éditions auraient pu nous intéresser. Parce qu'on allait voir le Jésus qu'on dessine dans cette édition, s'il correspond effectivement à l'idée qu'on peut se faire de Jésus. Ce n'est pas ça le problème. À l'heure actuelle, nous sommes en train de parler du conditionnement. Jusqu'à présent, Guy Bocas a dit que depuis la matrice utérine, je suis d'accord avec lui. Parce que depuis la matrice utérine, tout ce que la maman fait, l'enfant subit les conséquences. Et lorsque nous naissons, nous naissons quelque part, dans un pays, dans un village, dans une tribu, où les lois sont locales, d'abord, et qui nous conditionnent. Donc, quand nous sortons du ventre, nous sommes déjà conditionnés. Qui va renier ce conditionnement-là? Moi, je suis heureux que Todd lui nous dit que lui non, ne Todd continue pas a été obligé de reconnaître que, Je suis chez moi. effectivement, il y a un conditionnement. Et même lorsque quelqu'un, comme Todd dit, je suis chez moi, il parle d'un conditionnement géopolitique et géoculturel. Bien évidemment. Voilà, donc on ne peut pas échapper, choisit pas. on ne peut pas échapper à ce conditionnement-là. Même dans la Bible dont nous parlons, on dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité qui vous affranchira. Elle vous sortira de ce conditionnement. Voilà, elle vous sortira de ce conditionnement. Ça signifie que, de manière native, nous sommes sous les fers. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, l'homme naît libre. Libre comment? Tu ne peux pas naître libre. À partir du moment où tu nais dans une famille, tu es déjà Je n'ai conditionné. pas choisi d'être noir. Personne parmi nous ici n'a choisi d'être noir. Nous voilà maintenant en train de, avec fureur, de tenter de défendre la cause de notre race. Hein, j'entends des gens ici qui se font des défenseurs de la race. Et ça, c'est déjà un conditionnement terrible. Parce qu'effectivement, nous sommes au cœur des mystères. Nous souhaitons voir, comme je disais, les sous-bassements. Nous voulons voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on appelle le mystère. Pas le social, pas l'artificiel. La race, la couleur de la peau, c'est des choses artificielles. Alors, docteur Etundi, il y a quelqu'un qui nous dit, hein, depuis la Côte d'Ivoire, bonsoir King Nathan, monsieur le journaliste, sur ce débat, vous devrez inviter aussi un disciple du prophète Kakou qui dit aujourd'hui que la seule version de la Bible à utiliser, c'est la version Darby. Moi, je pense que Darby a été inspiré par Dieu pour la traduction. Il y a point de confusion en Dieu. Ben, vous voyez, Nathan, Voilà, pourquoi, depuis plusieurs émissions, je vous dis, en réalité, j'entends là, il y a des livres qui manquent. Qui manquent par rapport à quoi? Quel est le parangon de la Bible? Je voudrais le voir pour que je dise donc que maintenant, il y a tel livre qui manque. La Bible est une sélection j'allais dire, d'œuvres littéraires ensemble d'allégories et même et d'histoires. mythologiques Voilà. qui ont été rassemblées par les pères de l'Église catholique. Donc, rien ne manque. Si on parlait donc, Ils ont sélectionné ce qu'ils ont voulu D'accord. et ils ont mis de côté ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Eux, au moins, il manque. Où est l'évangile de Marie? Où est l'évangile des 12 apôtres? Où est l'évangile de Judas? Thomas. Et tout cela, de Thomas. On devrait, lorsqu'on me dit qu'il y a des livres qui manquent, ça ne devrait pas être seulement les achats, comme disait... Alors, si on parlait mon donc frère. de l'impact de l'image sur la perception, la transformation et les représentations mentales, le pasteur. Impact de l'image sur la perception et transformation des représentations mentales. On a compris que les Bibles et tout le reste, là, chacun a sa part conditionnée dans sa C'est petite pour ça boîte. que je dis tout à l'heure que c'était de la distraction, parce que là, on va tomber dans le débat sur le canon biblique. Ça Allons-y. va nous entraîner ailleurs. Nous voulons parler... Impact de l'image Voilà. sur la perception et Voilà. transformation des représentations mentales. Une illustration justement de cet impact, c'est ce qu'on appelle le parrainage télévisuel. C'est-à-dire que les publicitaires utilisent un programme aimé par les masses, ayant un bon audimat, et vont le parrainer, vont associer leur image de marque au programme en question. Et si le programme est un programme alléchant, c'est un programme, si je puis dire, dynamique, ils vont mentalement, sur le plan de la représentation mentale, associer le dynamisme lié à l'émission avec le produit et l'image de marque. Alors, ils pourraient avoir l'impression par la suite, quand ils vont aimer le produit en question, que la volonté qui est la leur, la volonté consumériste, est souveraine. Pourtant, en réalité, c'est des techniques de manipulation mentale et publicitaire qui les conditionnent à orienter leurs achats et à aimer l'image de marque en question et l'entreprise. On oriente oui, le téléspectateur. par le parrainage télévisuel. C'est comme ça que ça se passe. Donc,
il faut comprendre qu'en réalité, tout le champ des réalités sociales sont entourés en réalité du conditionnement mental. Oui, merci. Alors, mon père, 5 minutes nous manquent. On parle ici, voilà, vous aurez 1 minute aussi, hein, comment la rhétorique télévisuelle arrive donc à proposer ces éléments signifiants qui seront reçus et acceptés plus tard par les téléspectateurs. Nous parlons ici des marques, des images, des scènes obscènes et même des pratiques contre nature. Oui, c'est beaucoup plus le travail des spécialistes, parce que des gens qui connaissent la psychologie des autres, qui prennent vraiment du temps pour bien l'étudier. C'est pour cela qu'ils utilisent ces techniques-là pour les emballer dans une cadence funeste, les éloignant de la réalité. Alors, ils utilisent d'abord ce qui intéresse tout un chacun. Si on constate que vous êtes un homme qui s'intéresse à la vie religieuse, on va vous orienter vers ce côté-là, si on veut vous coopter, ou bien on veut vous entraîner dans une voie qui n'est pas celle que vous suivez. Alors, si vous êtes intéressé par la politique, on va vous présenter des images qui concernent la politique. Si on constate que vous êtes intéressé par le sexe, on va vous orienter vers le sexe. Tout dépend de tout un chacun. Merci, Todd. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette autre sortie. Tout dépend de tout un chacun. On regarde une étude psychosociologique. Merci. C'est-à-dire, ça revient à ce que j'avais introduit lors du début de cette thème, de cette thématique, à savoir que le manipulateur, son objectif, c'est de maîtriser ton ancrage et ton niveau de confiance. Et c'est ton niveau même de culture. C'est à partir de là qu'il sait que comme il n'est pas assez cultivé, comme il n'est pas fortement ancré dans son paradigme, comme il n'a pas reçu une éducation forte, forcément, la grande masse est entraînée dans ça parce que la plupart des parents accordent très peu de temps à l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire, ça revient à ce que j'avais introduit lors du début de cette thème, de cette thématique, à savoir que le manipulateur, son objectif, c'est de maîtriser ton ancrage et ton niveau de confiance. Et c'est ton niveau même de culture. C'est à partir de là qu'il sait que comme il n'est pas assez cultivé, comme il n'est pas fortement ancré dans son paradigme, comme il n'a pas reçu une éducation forte, forcément, la grande masse est entraînée dans ça parce que la plupart des parents accordent très peu de temps à l'éducation de leurs enfants. De nous respecter, que vous le vouliez. Bien, le féminisme est donc un conditionnement. Même si je reconnais, comme je l'ai dit, alors que nous sommes en train de citer, pour dire que tout isme est un conditionnement. Tout isme étant une organisation est un conditionnement. Dès que vous êtes dans une organisation, vous êtes conditionné. Parce que le kémitisme est un conditionnement. Parce qu'il y a un ensemble de règles et de structures que vous devez respecter. On ne demande pas votre avis. Donc vous respectez ce que vous pouvez sur place. C'est comme lorsque vous entrez dans une association. Il y a un règlement intérieur. Vous êtes obligé de l'honorer, de le respecter, que vous le vouliez ou non. Le kémitisme est donc un conditionnement. Même si je reconnais, comme je l'ai déjà dit, dans le passé, sans dire que c'est le cas du kémitisme, qu'il y a des conditionnements positifs. Ensuite, c'est monsieur qui nous appelle pour dire que les adeptes de monsieur Kakou Philippe devraient venir ici. Mais s'il prétend que John Nelson Darby est la meilleure traduction de la Bible, je voudrais qu'il comprenne qu'il a lu dans John Nelson Darby, Jérémie 8:8, qui dit justement que la Bible que vous lisez est fausse. Docteur Oui, c'est déjà le Kakou Philippe qui avait prédit que M. Gbagbo ne pourrait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Quelle crédibilité apporter à ce type d'individu? Moi, je pense qu'il ne faut pas nous distraire. Distraire ici, et c'est le sens. Moi, j'aime bien le verbe distraire, parce qu'il s'applique même à ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons du cinéma, qu'on range dans ce qu'on appelle la distraction. Mais la distraction est différente du divertissement. La distraction signifie qu'on te fait sortir de ce que tu dois faire. Donc, on te détourne. Voilà. Donc, quand nous parlons de distraction, quand on dit que quelqu'un a distrait de l'argent, ça signifie quoi? Il a volé. L'argent est allé dans une direction différente. C'est le véritable sens de la distraction. On met donc sur pied des programmes télévisuels pour empêcher l'homme de penser. Parce que ce dont l'homme a le plus besoin, c'est le silence. Et c'est justement ce que cette industrie entend
temps banni, pour que l'homme n'ait pas le temps de réfléchir, pour que l'âme en l'homme qui entend s'exprimer ne puisse pas le faire. Donc, le cinéma participe, quel que soit le programme qu'on présente. Le Coca, il y a quelques temps, parce que Cristiano Ronaldo disait le Coca François depuis la France. François depuis la France qui envoie cette réaction. Alors, Maître Brannan, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre conclusion? Juste dire que déjà pour clarifier quelque chose et puis donner la conclusion, j'en ai pour 30 secondes. Alors, juste pour répondre au problème de nom dont mon frère parlait ici, que je qualifie naturellement d'un être conscient mais inconscient de son pouvoir. Il ne connaît pas ce que c'est que la métaphysique. Dans la métaphysique, le nom de l'être humain représente son âme. Votre nom représente votre âme. Et si on vous donne un nom, si votre nom ne porte pas les vibrations qu'il faut pour votre âme, alors vous ne pourrez pas porter votre mission de vie. Cela dit, pour conclure par rapport à l'image, ne regardez pas ce que vous ne voulez pas expérimenter. N'écoutez pas des sons que vous ne voulez pas expérimenter. Alors gardez vos yeux et vos oreilles pour des choses que vous voulez expérimenter. Merci, Maître Brannan. Le conseil est passé. On rappelle aux téléspectateurs que la semaine prochaine, on continuera avec le conditionnement par l'image et le système éducatif. Mesdames, Messieurs, c'est très important de savoir quels sont les programmes qu'on propose à nos enfants depuis la tendre enfance. Au cœur des mystères s'interroge. Rappelez-vous bien sûr que pour tous ceux qui aimeraient continuer de suivre le débat, allez vous abonner sur la page officielle King Nathan Amougou sur Facebook, page officielle King Nathan Amougou. Allez vous abonner. La chaîne YouTube, c'est King Nathan Amougou également. Et la page Au cœur des mystères, Vision 4 Télévision. La semaine prochaine, on vous le disait donc, on va continuer avec le conditionnement par l'image et le système éducatif. L'Afrique a décidé de s'épanouir à travers la 4e vision, Vision 4. Et au cœur des mystères, et ces panélistes sont là pour le recherche des équilibres intellectuels, culturels et culturels pour vos auto-réalisations. Loin d'être un combat, ça reste un débat. Bonne suite des programmes sur Vision 4.